Oui, merci de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurence Tino-Herman, président de FM Téléthon. J'avais une remarque un peu, je dirais, en amont de ce qui vient d'être dit. Parce que pendant ces 2 journées fort riches, et encore une fois, merci aux organisateurs de m'avoir invité et de m'avoir invité à prendre la parole à cette table ronde. Pendant ces 2 journées, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, ou assez peu, et qui pour autant, je dirais, converge avec ce sujet-là, c'est celui de la recherche. En fait, on a très peu parlé de la recherche, si ce n'est au travers des bases de données, si ce n'est au travers, en effet, de la e-santé. Mais pour en arriver aux médicaments, encore faut-il qu'il y ait de la recherche, encore faut-il qu'il y ait du développement. Et je pense que directement ou indirectement, le sujet du développement a été abordé tout à l'heure, même quand on parle du prix du médicament, parce que forcément, le prix du développement est à l'intérieur. Alors, sur cette partie, si je peux m'y attarder 1 minute, cher Olivier, si vous m'y autorisez, 1 minute et demie sur la partie recherche et développement, je dirais que, en plus, le discours de la ministre de la Recherche hier ne m'a pas enthousiasmée plus que cela, parce que pas une seule fois dans son discours hier, elle a parlé d'un éventuel plan, 3e plan maladie rare. Elle n'a pas prononcé ce mot. Elle n'a pas non plus prononcé le mot de priorité de recherche pour les maladies rares. Je pense qu'elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait que nos chercheurs dépose des projets dans les appels à projets européens. Je pense que tous les chercheurs le savent. Et elle a aussi beaucoup insisté sur le fait que la France devait avoir le rôle de coordinateur dans le JP européen maladies rares. Mais pour le reste, alors si je me permets de faire cet aparté, c'est en tant que présidente d'une association de malades, bien sûr, mais aussi une association qui est opératrice dans le domaine de la recherche, aussi du développement du médicament, et aussi finance tous les ans de très nombreux programmes de recherche. Et depuis 30 ans, nous avons apporté 1,2 milliard à la recherche dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments innovants pour les maladies rares. Donc, ça montre bien, à moins qu'on ait dépensé mal à propos cette somme, mais ça montre bien qu'il faut un effort public, des moyens publics aussi, pour qu'il y ait une recherche de qualité et pour qu'il y ait un développement aussi, puisque avant le médicament, il faut du développement. Il faut donc des innovations de rupture, il faut du développement et il faut ensuite créer les conditions de la valorisation de ces développements, de la valorisation de ces innovations sur notre territoire, notamment en France. Je pense que la culture de la valorisation n'est peut-être pas si forte que cela en France. Et il est parfois dommage que des innovations qui sont nées dans des laboratoires académiques soient valorisées en dehors de nos frontières. Et après, que ça nous revienne, parce que sur certains sujets qui ont été évoqués, ce sont des innovations qui sont nées dans nos laboratoires, qui ont été valorisées à l'extérieur et qui nous reviennent avec des propositions de prix qui, peut-être demain, seront difficilement assumables par la collectivité. Donc, c'est fort dommage. Ce qui fait qu'il faut vraiment créer toutes les conditions sur notre territoire, recherche, développement, valorisation. Une fois que j'ai dit cela, pour ce qui concerne plus spécifiquement, en effet, le médicament, si on se dit qu'on est dans le meilleur des mondes et qu'on a vraiment franchi toutes ces étapes avec les moyens, encore une fois, qui vont bien, le médicament pour nos maladies rares. Alors, je suis très fière de parler au nom des associations de malades, mais aussi, je dois dire qu'aujourd'hui, dans le contexte, même si, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a une explosion, en effet, du nombre d'innovations qui arrivent sur le marché, pour autant, il y a toujours encore 95% des maladies rares pour lesquelles il n'y a pas de traitement curatif. Donc, ça veut dire qu'il faut pas d'ores et déjà aujourd'hui bloquer les choses pour le médicament orphelin ou pas orphelin, en tout cas le médicament intéressant pour les maladies rares. On a vraiment besoin de traitements curatifs pour nos maladies rares. Ce que je voudrais aussi souligner, qui n'a pas été dit, mais c'est un point important, c'est que les premières innovations qui arrivent, elles arrivent pour des maladies rares. Mais il faut savoir que la grande majorité de nos maladies sont des ultra rares. Des ultra rares.
Quid de l'accès notamment à la recherche clinique pour les ultra-rares? Quid du modèle économique pour les ultra-rares? SMA ou autres sont des maladies rares, mais pas forcément ultra-rares. Donc, il ne faut laisser personne au bord du chemin, et je pense pouvoir me permettre de parler au nom des maladies rares et de tous nos consoeurs et confrères dans les maladies rares. Ne laissez personne au bord du chemin, parce qu'il n'est pas dit que le modèle, en tout cas économique, pour les ultra-rares aujourd'hui existe. Donc ça me semblait aussi un point important. Alors, j'ai parlé du contexte, et puis aussi, dans le contexte, ne pas oublier le fait qu'il y a pratiquement pas d'alternative thérapeutique. C'est aussi un élément spécifique pour les maladies rares. Une fois que j'ai parlé recherche, j'ai parlé de ce contexte, de 3 autres points. Alors, la règlementation, en tant que malade et représentant des malades, très clairement, il faut vraiment tout mettre en œuvre, que les malades aient accès le plus rapidement possible aux innovations thérapeutiques. À l'heure justement comment dirais-je, de l'informatisation du numérique à tout va, à tout cran, et vous savez bien que quand on est concerné par une maladie rare, la première chose qu'on fait, c'est évidemment, après la consultation, d'aller tout de suite sur Internet pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il n'existe pas, de par le monde, un traitement, une innovation? Et rien de plus frustrant pour un malade ou un parent de malade, si l'enfant est mineur, de découvrir qu'il y a une innovation qui existe quelque part, qui est mise à disposition dans un autre pays et pas chez nous en France. Alors, ce qui me fait dire que nous avons un système qui est tout à fait intéressant en France, qui est le système des ATU, qui est voilà, très intéressant, qu'il ne faut pas dévoyer, parce que, évidemment, ce système-là permet aux patients d'avoir accès aux médicaments, mais il faut évidemment préserver ce système des ATU qui est extrêmement important pour les malades. Évidemment, le point suivant, c'est celui, je ne peux qu'être tout à fait d'accord avec ce que disait M. Toumi sur le fait de revoir les mécanismes de fixation des prix des médicaments, qui aujourd'hui ne peut pas évidemment se satisfaire comme seul critère d'avoir le critère de la valeur. Juste un exemple, le fait que si on était à valeur équivalente, ce qui, je pense, n'est jamais arrivé, mais à valeur équivalente pour 2 produits, un produit qui serait du repositionnement et un autre serait une véritable innovation thérapeutique de rupture, comme on le voit souvent dans les maladies rares. Confère l'exemple de la thérapie génique qu'évoquait tout à l'heure M. Toumi dans la SMA. Ou dans d'autres pathologies. Donc, évidemment, si on se base sur le seul critère de l'efficacité, enfin de la valeur de l'ASMR, on pourrait se dire à ce moment-là, c'est pratiquement le même prix si on est sur ces mêmes critères, alors que c'est absolument inconcevable que ce soit le même prix si on est dans le cadre d'un repositionnement par rapport à une vraie innovation de rupture. Pas la même chose non plus si c'est une innovation de rupture qui donne lieu à un traitement en one-shot, une fois, comme la thérapie génique, ou un traitement récurrent. Ce n'est pas non plus la même chose. Donc, on voit bien qu'il faut forcément innover dans le domaine des mécanismes de fixation du prix et prendre d'autres critères, bien sûr, en considération. L'autre élément par rapport à ce sujet, c'est aussi la transparence. Je pense que ça a été aussi évoqué ce matin ou hier, je pense. Important que une plus grande transparence pour toutes les parties prenantes, et toutes les parties prenantes entre elles. C'est un élément indispensable. L'autre élément que je souhaite souligner aussi, c'est les difficultés que l'on voit poindre, voire augmenter, pour faire accepter des innovations à efficacité difficile à démontrer, mais pour autant qui sont importantes quand il n'y a pas d'alternative thérapeutique et qui parfois ont un coût de revient élevé, certes,
mais ça peut être très très difficile. Et là, on voit que c'est aussi, ça peut être un goulot d'étranglement qu'il faut prendre en considération. La problématique de la jurisprudence aussi. Alors, j'ai pas de solution pour tout, mais j'essaie de pointer les problèmes que l'on voit poindre, en tout cas. La problématique de la jurisprudence pour certaines nouvelles classes thérapeutiques qui arrivent, confère en effet la thérapie génique. Et on voit bien que s'il y a une nouvelle classe thérapeutique qui arrive avec un prix d'un certain niveau, toutes les autres, enfin tous les médicaments de cette même classe thérapeutique, parfois s'engouffrent aussi dans la brèche pour demander le même niveau. Alors, il est clair que plus on va avancer, plus ces innovations thérapeutiques qui sont un peu des prototypes vont s'industrialiser et peut-être, justement, ça justifiera le fait qu'il y a moins de coûts, notamment en termes de coûts de production et donc on peut revoir à la baisse le prix, mais en tout cas, une vigilance à avoir sur ce sujet parce que ce qu'on ne voudrait pas en tant qu'association de malades, c'est évidemment qu'il y ait un plafonnement de la solidarité nationale, ce qui est inacceptable pour les associations de malades que nous représentons. Et le dernier point, si vous me permettez, c'est le fait que on espère beaucoup dans cette stratégie nationale de santé dont a parlé Agnès Buzyn hier, et notamment sur le fait que dans cette stratégie nationale de santé, il est mis en avant le fait que l'accès aux innovations en santé doit être disponible pour l'ensemble de la population. Donc il faut en effet, avec un système de santé contraint, qu'on soit très imaginatif pour que ce ne soit pas à un moment donné que ces innovations ne soient pas bloquées avant qu'elles ne puissent bénéficier aux patients, aux malades. Merci de votre attention. Merci Laurence de tous ces points. Ils sont tous particulièrement importants. J'ai envie de passer la parole tout de suite à Antoine Ferry. En tant que chef d'entreprise, il y a un certain nombre de questionnements qui sont posés par Laurence dans le cadre du contexte décrit par Mondaire qui font que la perception qu'on peut avoir sera très certainement différente d'un grand groupe pharmaceutique, d'une petite entreprise qui a un seul produit par exemple et qui base tout son développement et toute sa force de croissance sur ce produit, supporte les frais de recherche et développement, comme l'a décrit Laurence, et en même temps voit un marché qui lui est de plus en plus difficile d'accès. On voit qu'il y a à l'heure actuelle à peu près 16 médicaments qui sont bloqués pour différentes raisons, que ce soit des raisons d'évaluation, que ce soit des raisons de conséquences de l'évaluation sur les discussions qu'on peut avoir avec le comité économique des produits de santé. Donc, et puis il y a derrière, il y a tout ce qui va concerner l'accès au traitement pour les patients, qui est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas valorisé, mais qui devra être valorisé dans le prix du traitement. Je pense qu'on ne pourra pas se passer, en particulier dans la médecine personnalisée plus tard ou dans les génomiques, de ne pas prendre en compte la chaîne globale, c'est-à-dire tout ce qui va se passer pendant la durée de vie du patient, son suivi et la prise en compte de son parcours de soins et de santé. Quelle est la perception de l'industriel sur ces différents points ? Merci Olivier de me laisser la parole. En premier lieu, je pourrais faire une plaisanterie. Quand j'écoute M. Toumi, je pense que j'ai changé mon nom de laboratoire pour m'appeler Eldorado Pharmacorp ou quelque chose comme ça, parce que, a priori, les données semblent très très prometteuses pour les orphanes. Et je reviens sur ces données. Je me permets de revenir sur ces données, qui sont des données certes publiées. J'ai du mal à comprendre comment vous arrivez, enfin ceux qui ont fait des travaux économique à isoler un EBITDA sur une Big Pharma sur leurs fans, de manière à faire des calculs de ratio comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. J'avoue que je suis particulièrement surpris, à moins d'avoir accès à des données particulièrement confidentielles, et je ne vois pas comment on pourrait y arriver. Et je me méfie aussi des prix affichés, qui sont les prix qu'on retrouve sur les données qui sont accessibles aujourd'hui sur le web, dans des instances totalement officielles, qui sont certes des prix qu'on appelle faciaux, mais en aucun cas, forcément, les prix réels. Et ce n'est pas que la France. Dans la plupart des États membres, il y a des négociations qui se passent avec les instances gouvernementales. Vous avez un prix facial parce qu'il faut impérativement qu'on ait un prix qui s'affiche au niveau européen, qui soit assez constant. Mais derrière, il y a des négociations pays par pays, voire même dans certains pays, des négociations région par région. Voilà. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, et c'est vrai que c'est un peu un leitmotiv chez moi, donc je suis désolé, je me répète, je ne suis pas têtu, je suis tenace, mais le coût d'une maladie rare débarque comme ça
d'un seul coup, sur la toile, dans la presse, le jour où il y a un médicament. Comme si, avant l'arrivée du médicament, la maladie rare ne coûtait rien. Donc j'aimerais qu'on calcule à un moment, en ratio de gain par rapport à l'existant antérieur. Et là aussi, on a eu des discussions hier sur les problèmes de base de données de maladies rares. Les bases de données de maladies rares pourraient demain, je l'espère, apporter les premières informations sur les données économiques de ces maladies pendant et après traitement. Je pense que là, ce serait un éclairage qui nous semblerait indispensable à tous. Je pense qu'il y a peu de personnes à cette table qui pourraient s'y opposer. En termes de recherche, je fais un dernier petit paragraphe politique. La France est quand même à la traîne du financement de la recherche publique par le privé. J'ai fait il y a 4-5 jours une présentation. On est à 2,7% de financement par le privé de la recherche publique. L'Allemagne est à 14%, la moyenne des 28 États membres est à 6,2%. Ce n'est pas une question d'attitude de la recherche publique ou des industriels en France. On regarde les courbes de la recherche publique, de dépenses de la recherche publique et de la recherche privée, elles sont totalement parallèles. Donc c'est un vrai problème de politique. Il n'y a pas de croisement, c'est un vrai problème de politique. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Laurence, une fois de plus, il faut remettre l'église au centre du village. 90% des pathologies sont des pathologies extrêmement rares. Donc, il faut impérativement, à mon avis, trouver un système pour pouvoir évaluer différemment ces pathologies extrêmement rares. On ne peut pas attendre d'une pathologie extrêmement rare les mêmes données qu'on peut attendre pour l'hypertension, pour un antibiotique, pour même un anticancéreux, quand il y a des populations qui sont beaucoup plus larges. Quand je parle d'extrêmement rare, il y a 60% des pathologies où il y a, je crois, moins de 5 patients en France. 60%. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter? On ne peut pas apporter plus que ce qui est de l'existant et du programme de recherche et de développement qui a été mis en place. Donc, si on reste sur un système figé, uniciste, avec une grille d'évaluation qui est constante, qu'on parle d'un antihypertenseur ou d'un produit qui traite 5 patients par an en France, on n'en sortira jamais. Et l'impasse, elle va grandir, 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 grandir. Donc, il est impératif qu'on se mette tous autour d'une table pour savoir comment on peut, d'une part au niveau de la HAS, trouver des méthodologies qui permettent d'avoir cette évaluation différente et qui se différencie clairement des autres évaluations, et d'autre part, au niveau du CEPS, tenir compte de cette problématique, y compris pour les PME, et là je défends un petit peu ma chapelle, mais pour une PME, les ratios sont tout autres. Je reviens aussi à chaque fois sur les problèmes d'impact de tout, puisqu'on est en procédure centralisée, de tous les coûts réglementaires qui s'impactent directement sur le coût même du médicament. Il faut en tenir compte. Quand on traite 60 patients en Europe et qu'on a les coûts réglementaires qui sont imposés dans les 28 États membres, il faut bien le diviser par 60 patients. Et ça, c'est incompressible. C'est l'EMA qui nous l'impose. Alors, déjà, je pense que si on pouvait évoluer vers une certaine flexibilité, ce serait déjà une bonne chose, de manière à éviter d'avoir des systèmes qui soient implémentés dès le début de l'AMM dans tous les États membres, alors même qu'il n'y a pas de patients. Donc voilà des petites solutions dans un premier temps, mais je crois que la plus grosse demande, et a priori elle est partagée, c'est d'avoir un système cohérent par rapport aux données existantes quand le médicament arrive après l'EMA. On ne peut pas inventer des patients, on ne peut pas inventer des données. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes règles que pour les autres qui ont beaucoup plus de données. On n'est pas à l'aboutissement. Il y a une réflexion qui a été menée par la HAS sur le VTR, donc cette nouvelle approche. Moi, je m'inquiète. Quand je vois la VTR inquantifiable, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que le terme est juste, parce qu'on n'a pas suffisamment de données, on n'a pas suffisamment de... Donc il n'est pas quantifiable au même titre que les autres produits. Mais là où je m'inquiète, c'est que je me vois bien arriver dans le bureau de M. Planel, ici présent, avec un VTR inquantifiable. Et M. Planel, je ne veux pas anticiper sur sa réponse, me dira, avec quelque chose d'inquantifiable, comment je peux quantifier un prix ?
Alors, sauf si vous avez la botte secrète qui nous permettrait de qualifier l'inquantifiable. Donc, je crois qu'il faut arriver à avoir un système qui permette d'être un peu dérivé. Je ne dis pas une évaluation spécifique, assouplie, je me dépêche, je vois le chrono, hein, aussi bien que toi. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Voilà, on n'est pas tous diaboliques, loin de là, j'espère. Et on peut tous se mettre autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on a des petits problèmes. Demain, on aura d'énormes problèmes avec des médicaments qui ne viendront pas sur le marché. Je vais m'arrêter là parce que sinon tu vas me couper la parole. Je donnerai simplement un tout petit exemple qui, sur le fond que vous aviez dit, qui est l'exemple de l'Écosse, où l'Écosse a une stratégie régionale tout à fait particulière, avec une projection pluriannuelle qui commence finalement dès qu'ils se renseignent auprès des industriels très très tôt, dès qu'on part en développement clinique, pour avoir un forecast de l'enregistrement, du déploiement, etc., avec un fonds dédié. Et là aussi, je pense que si on raisonne demain au niveau de M. Planel, il faut peut-être essayer de dépasser l'ONDAM et le PLFSS annuel pour essayer de trouver des modèles économiques qui permettraient de trouver des amortissements pluriannuels. Merci Antoine. Non, je ne voulais pas te couper. Je crois que justement, ça me permettait de faire une transition toute trouvée pour Chantal Bélanger. Chantal, par rapport à ces questions d'évaluation, elles sont criantes. On se retrouve à l'heure actuelle avec des avis de la transparence qui sont extrêmement difficiles à être utilisés. Quand on en discute en particulier avec le Comité économique des produits de santé et son président, les solutions tombent. Non, c'est peut-être pas très difficile à utiliser, mais en tout cas, ça donne des solutions qui sont des solutions tranchées sur lesquelles on a du mal fondamentalement à faire ressortir les choses et à faire valoriser un produit. Il y a quelquefois aussi des notions qui sont assez antinomiques, appliquées en particulier de l'application de la généralisation de la SMR et du SMR à la maladie rare, qui font que il y a des cas où vraiment l'avis de transparence ne peut apporter aucun élément de peut-être pas de satisfaction, mais au moins d'analyse et de prise en compte d'un problème global. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette situation, des remèdes qu'on peut y trouver en particulier. J'aimerais avoir votre avis, je le connais parce que vous me l'avez donné avant, mais sur le VTR, je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. Alors, je vais expliquer tout ça. Voilà, on va revenir sur... Oui, c'est vrai que en santé, on parle entre nous parce qu'on parle toujours avec des acronymes. J'ai une brochure avec 90 pages d'acronymes qui caractérisent le système de santé. Donc c'est vrai que on va faire l'effort d'expliquer ce que c'est que le VTR. Chantal, je vous passe la parole sur toutes ces questions. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je renouvelle ma joie d'être parmi vous. C'est un peu ancien, on se connaît depuis longtemps. Mais encore une fois, je suis toujours ravie d'être avec vous tous. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est que d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que la HAS. Je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. Je m'interrogeais en nous écoutant et je me demandais si tout le monde comprenait la discussion parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Tout le monde doit savoir ce que fait l'HS, ce que fait le CEPS, qu'est-ce que c'est, ce que fait l'ANSM, c'est quoi une AMM. Enfin, donc déjà, je vais vous expliquer ce que fait la HS, Haute Autorité de Santé. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que c'est une haute autorité indépendante. C'est la seule autorité indépendante de santé en France. Et elle a pour mission principale, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, de donner un avis au CEPS, le Comité économique des produits de santé, celui qui fixe les prix, un avis pour la négociation du prix, donc c'est vraiment un avis, on y reviendra tout à l'heure. Elle donne aussi un avis au ministère pour le remboursement des médicaments. Donc elle donne son avis pour que les décideurs prennent la décision. Je voudrais aussi dire qu'en France, clairement, on a cette très grande chance que vous avez rappelée, madame, de disposer des autorisations temporaires d'utilisation et qu'il faut quand même avoir ça en tête dans le débat
quand on dit qu'en France, les produits ne sont pas accessibles, c'est faux. Ils sont accessibles de façon très précoce. Et de mémoire, quand j'étais à la NSM, j'avais en tête que les médicaments orphelins étaient accessibles plus de 30 mois avant leur AMM, ce qui n'est vraiment pas le cas. Alors ça, c'est des chiffres qui doivent dater de 2013, mais peut-être que quelqu'un dans la salle pourrait nous les rappeler. Mais c'est quand même une mise à disposition excessivement précoce par rapport aux autres pays. Et que d'autre part, cette mise à disposition, elle est prise en charge à 100%. C'est utile de le rappeler aussi dans le débat sur les produits et sur les prix. Donc ça, c'était le premier message que je voulais passer, et qu'enfin, notre système de santé permet la prise en charge, lorsqu'elle est décidée, la prise en charge de tous les patients. 100% des patients français sont pris en charge lorsque la décision est prise, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Alors, la mission de la HAS, je voulais rappeler, vous avez bien compris que ce n'est pas la HAS qui fixe les prix, qui n'a aucune action dans la négociation des prix, et qu'il importe aussi de rappeler qu'en France, en effet, il n'y a pas de seuil, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On sait qu'il y a des seuils, notamment sur les RDCR, donc les ratios qui permettent de faire... Enfin, disons, le critère qui traduit l'évaluation médico-économique... Qui est réalisé par la HAS. Il n'y a pas de seuil qui interdise du coup d'aller plus haut, de ne pas prendre en charge. C'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de questionnements sur le sujet, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans notre gentil pays. En revanche, l'HAS, si elle ne décide rien sur les prix, si elle n'a pas décidé non plus sur le seuil, elle s'étonne quand même des montants des prix qui sont actuellement pratiqués. On a le droit de s'étonner, mais là, pour le coup, moi je le dis moi-même en tant que citoyenne, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je pense qu'on est tous ceux qui payons les médicaments, aussi on les reçoit mais on les paye. Et il est important aussi d'avoir ce débat tous ensemble, et pas seulement entre autorités. Alors pour ce qui concerne le travail de la HAS, elle évalue les produits, les médicaments, les dispositifs médicaux. Ces critères d'évaluation sont connus, vous les avez entendus, le service médical rendu qui aide à la décision du remboursement, l'amélioration du service médical rendu qui est finalement la traduction du progrès thérapeutique, c'est-à-dire que c'est un critère qui est comparatif et qui permet de dire, eh bien oui, ce produit fait autant, mieux, beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui. Et c'est, je pense, un des critères importants pour que le comité économique puisse négocier le prix. Elle fixe aussi, ou en tout cas, elle donne une évaluation de la population qui devrait recevoir le produit. Elle donne au CEPS aussi la liste des comparateurs. Enfin, elle fait une évaluation médico-économique et une évaluation de l'impact budgétaire. Son objectif, c'est d'être équitable, c'est vrai, c'est-à-dire d'essayer de mener une évaluation en tenant compte de ces critères clairs, connus de tous, et de la même façon pour tous. Mais cette évaluation, malgré tout, elle prend en compte le contexte. Et elle prend en compte la gravité de la maladie, elle prend en compte la présence ou non d'alternatives, quelles sont les stratégies thérapeutiques. Et puis, elle prend en compte les situations assez fréquentes, malgré tout, surtout en cancérologie. Et vous savez que les médicaments de cancérologie sont de plus en plus souvent maintenant des médicaments orphelins. Eh bien, dans ces situations, il peut y avoir de grandes incertitudes qui fait que nos critères, en effet, sont parfois assez complexes à mettre en œuvre. Les incertitudes, par exemple, sur la qualité des données. On a parfois des dossiers qui ne comprennent pas d'études de phase 3, donc de démonstration comparative. On a des autorisations de mise sur le marché excessivement précoces, c'est de plus en plus fréquent. On peut avoir aussi des données qui nous manquent en termes d'efficacité, de sécurité à moyen ou à long terme. Ça bouscule aussi nos habitudes. On peut avoir des incertitudes importantes sur la durée des traitements. Combien de temps faut-il continuer les traitements? Peut-on les arrêter? Et notamment en cancérologie, on a vu ces nouveaux traitements d'immunothérapie. La question se pose vraiment. Mais aujourd'hui, personne ne répond à cette question, et en tout cas, certainement pas les industriels. C'est d'où la valeur de la recherche académique aussi. On se pose aussi des questions sur le fait que des médicaments sont orphelins au départ. Ils arrivent avec des populations très étroites.
Et puis on voit très rapidement des populations qui s'élargissent. Avec, vous l'avez dit, monsieur, sur les ATMP notamment, donc ces thérapies géniques qui vont arriver, des essais cliniques qui sont faits dans des toutes petites populations, et puis derrière, parmi les 1000 essais cliniques que vous citez, des populations excessivement larges. Et donc le prix qui va être négocié, ou les évaluations qui sont faites de notre part, débutent dans des situations ultra-orphelines pour s'élargir très rapidement dans des situations très communes. Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait quand même être amené à s'adapter, et on l'a fait. Je pense que vous l'avez vu sur certains dossiers, que ce soit sur des maladies orphelines ou sur des cancers aussi orphelins. On a mis en place des entorses à nos procédures hyper drastiques et habituelles, et on a mis en place ce que j'appelle, moi, des évaluations conditionnelles. Des évaluations conditionnelles dans ces situations particulières que sont les maladies graves et puis les situations sans alternative, ou en tout cas des situations de besoins thérapeutiques, mais tout en ayant la forte volonté d'essayer de rester juste. Ce que nous faisons, c'est que nous mettons en œuvre une évaluation dynamique, ce qui nous amène à prendre des paris sur les données dont on dispose au moment où on prend la décision, mais avec des conditions. Les conditions étant poursuivre la recherche, poursuivre ou en tout cas mener des études en vie réelle. Voyons comment les produits se comportent dans la vie réelle, comment ils sont utilisés. C'est important. Quand j'ai dit tout à l'heure, on n'a rien sur les stratégies thérapeutiques. Quelles sont ces stratégies thérapeutiques? Et puis, conditionnant du coup à la revoyure et avec des réévaluations. Et je pense franchement que les réévaluations doivent être plus précoces que les 5 ans qui sont aujourd'hui obligatoires. Dans ces situations, il faut revoir vite. Il faut revoir avec des nouvelles données, et il faut revoir aussi non seulement les produits, mais également les classes ou les traitements par pathologie. Donc ça, c'est des choses nouvelles que nous souhaitons porter côté HAS. Et puis quant à la VTR, alors la VTR, il faut savoir qu'en 2015, Madame, valeur thérapeutique relative, et ça émane d'un très beau rapport qui a été établi par Madame Polton. Je ne sais pas si elle était là hier sur les données de santé. Vous l'avez peut-être rencontrée au cours du congrès. Donc, Madame Polton a fait un très beau rapport sur les évaluations des médicaments, notamment pour réfléchir à comment faire face à toutes ces situations. Et avec la HAS, elle a proposé un nouveau critère qui permet finalement, plutôt que d'avoir le SMR dont j'ai parlé tout à l'heure et la SMR, eh bien, de merger tout cela en un seul critère qui permettra notamment d'avoir une évaluation comparative dès le départ. Alors, c'est de la réflexion qui date d'il y a 2 ans. La décision n'émane pas de l'HAS, c'est important. La décision, elle viendra de la ministre. Elle s'appliquera par le biais d'un décret. Les travaux sur les décrets, à ma connaissance, je pense que je serai informée, n'ont pas commencé, en tout cas, avec la HAS dedans. Donc peut-être qu'ils ont commencé en chambre, mais ils n'ont pas commencé avec la HAS dedans. Donc moi, je ne parlerai pas de VTR aujourd'hui tant que ce n'est pas dans l'air du temps. En revanche, quand on parle des ATMP, là, c'est du concret. Vous avez raison, monsieur. Demain arrivent ces nouveaux produits qui vont complètement bousculer le système. Et là, je peux le dire, nous allons nous mettre en marche, au moins au niveau des institutions, pour se préparer à l'arrivée de ces produits, qui posent beaucoup de questions. On pourra y revenir si vous le souhaitez, je l'évoquerai, pour pouvoir se mettre en marche et voir comment, en effet, faire face à ce nouveau paradigme, je dirais, avec des nouveaux modèles, très certainement. Donc voilà ce que je peux dire. Nous préconisons une évaluation dynamique. Nous préconisons, lorsque l'on prend des paris, d'avoir des patients autour de la table pour prendre les paris avec nous. Nous préconisons également que dans ces situations de risque, de prise de risque, il y ait aussi de la qualité de vie qui vienne nous aider à prendre des décisions aussi. Et enfin, nous préconisons des études en vie réelle et la poursuite des essais cliniques. Merci beaucoup pour tous ces points. Je voudrais rendre hommage quand même à quelqu'un qui est aussi à la source du VTR, c'est quand même Muriel Dahan. D'abord parce que si Muriel,
C'est quand même un peu son rapport. Et donc, je crois qu'elle a fait beaucoup justement pour réfléchir à tout ça, à côté de Dominique Polton également. Je passe la parole tout de suite à Maurice Pierre Planel. Par rapport à tout ce que vous venez d'entendre, on a quand même une situation qui est quand même difficile à l'heure actuelle. Il y a plusieurs médicaments qui sont bloqués, des situations qui sont des situations extrêmement complexes. Est-ce qu'il y a la possibilité, même si vous en avez la volonté, d'arriver à trouver des débouchés pour ces molécules, ou est-ce que un certain nombre de ces molécules, je crois qu'il y en a 16 à l'heure actuelle, ou 17, qui sont dans une impasse, vont rester dans l'impasse? Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse traiter ces 16 molécules de la même manière, ne serait-ce que pour reprendre ce que disait Chantal tout à l'heure. C'est qu'il y en a qui sont en ATU et d'autres pas, donc il y en a qui sont déjà accessibles. Voilà, donc il faudrait regarder ces 16 molécules une par une, ce que bien évidemment je ne ferai pas en public. Mais il y a, de mon point de vue, plusieurs situations, et notamment un certain nombre de produits qui sont en ATU, donc accessibles aux patients. Et donc la question est une question tarifaire et pas une question d'accès aux produits. Je voudrais essayer de reprendre quelques points. Et je crois qu'un peu de pédagogie, effectivement, comme vous l'avez souligné et comme la salle nous l'a demandé, n'est pas totalement indispensable. Donc je vais me permettre de prendre 2 minutes pour vous expliquer comment fonctionne le CEPS. Et puis ensuite, j'essaierai de reprendre la conversation là où Madame Thiénot-Hermand l'avait laissée, c'est-à-dire en essayant de nous projeter dans l'avenir et en reprenant les interventions extrêmement riches qui ont été faites. Voilà. Par principe, au CEPS, c'est un endroit où on a tort. Puisqu'en fait, quand on fixe un prix, le payeur trouve que c'est trop cher, le laboratoire trouve que c'est pas assez, et le patient trouve que ça arrive trop tard. Donc ça, on le sait, on l'assume. Voilà. Bon, c'est pas agréable tous les jours. En général, d'ailleurs, quand je viens parler à une tribune, je parle le dernier, donc tout le monde a fait le constat, et moi, je dois amener les solutions. Mais voilà, je le sais, je le fais, et en même temps, ça me permet de retenir votre attention. Donc, un des critiques qui est faite au CEPS, alors je cite une phrase que j'ai lue dans un grand hebdomadaire publié tous les jeudis, c'est le souk à Marrakech. Alors, moi, c'est une idée qui m'hérisse, puisque effectivement, nous avons l'idée que nos travaux sont opaques, pas transparents, etc. Bon, alors vous avez compris, de toute façon, pendant un moment, on s'est parlé entre nous par acronyme et par évidence. Vous avez compris que le système est très complexe. Donc cette complexité est déjà une source d'illisibilité ou de difficulté de compréhension pour le commun des mortels et même pour les gens qui connaissent le secteur d'ailleurs. Voilà. Donc que peut faire le CEPS pour essayer de répondre à cette critique ou à cette demande, je veux dire, parce que je ne suis pas gêné par cette demande. La première chose qu'il peut faire, c'est d'expliquer qu'en fait, il travaille en s'appuyant sur des critères qui sont fixés par la loi. Et ça, j'insiste beaucoup. Nous travaillons avec des critères qui sont fixés par la loi. On a tout à fait le droit de discuter les critères. Je veux dire, le sujet n'est pas là. Mais à ce jour, j'ai des critères fixés par la loi. Les critères fixés par la loi pour fixer le prix d'un médicament, je fais médicaments, pour les dispositifs médicaux, c'est à peu près la même chose. C'est quoi? C'est donc ce qu'on appelle poétiquement l'amélioration du service médical rendu, donc en fait la valeur thérapeutique du produit. Comme vous l'avez compris, cette valeur thérapeutique, c'est une valeur relative, c'est-à-dire qu'elle est comparée par rapport à ce qui existe déjà. Donc, dans le cas des maladies rares, le fait que ça soit la première stratégie thérapeutique dans un champ où il n'existait rien peut être pris en compte par l'HAS. Je laisserai Chantal creuser la question, parce que c'est à elle que revient les explications plus fines. Mais la première valeur, c'est celle-là. La deuxième valeur, c'est la population. Donc la population de la pathologie. Donc, plusieurs orateurs ont évoqué des maladies très rares. Alors, je ne sais pas comment ils quantifient des maladies très rares. Pour vous donner un chiffre un peu flou, pour que vous ne sautiez, que les industriels présents dans la salle n'identifient pas immédiatement le produit. Moi, ces derniers jours, j'ai discuté d'un produit qui concerne 10 personnes en France. Voilà. Et grosso modo, les 10 personnes en France, le laboratoire les connaît quasiment par leur petit nom, quoi. Enfin, voilà. Et c'est normal, je veux dire, il n'y a pas de... Mais voilà. Donc, c'est la population. Donc, la population que nous allons prendre pour discuter du prix du produit, c'est la population que va nous donner la HAS. C'est-à-dire, en fait, dans son avis, la HAS va nous dire, voilà quelle est la valeur thérapeutique du produit, voilà quelle est la population concernée. Donc, la population concernée va varier suivant qu'on est dans une maladie rare, très rare, ou dans une pathologie qui peut concerner plusieurs centaines de milliers de personnes, par exemple l'hépatite C, voire plusieurs millions de personnes, puisque nous sommes en train de discuter des premiers produits nicotiniques. Voilà.
Et le dernier élément que va nous donner la HAS pour fixer le prix, c'est ce qu'on appelle les comparateurs. C'est-à-dire, voilà, la HAS va nous dire, j'ai réalisé mon évaluation par rapport au traitement qui existait avant. Et donc, le traitement qui existait avant, c'est ça. Et donc, nous allons prendre ces éléments-là, les transformer en éléments chiffrés, donc combien coûtent les comparateurs que nous indique la HAS, combien ça fait quand on multiplie par le nombre de personnes à soigner. Est-ce que c'est un traitement, enfin, pour reprendre votre expression, est-ce que c'est un traitement one-shot, c'est-à-dire une fois qu'on a pris le traitement une fois, on est guéri? Est-ce que c'est un traitement, ou est-ce que c'est un traitement pour une maladie chronique? Et auquel cas, il faudra tenir compte du fait que la valeur ne se calcule pas sur une prise, mais sur une vie. Et donc, on commencera déjà une première discussion extrêmement compliquée avec les industriels, c'est de leur expliquer que la répartition de la valeur, elle ne se fait pas sur 3 semaines, mais sur une vie. C'est en oncologie, par exemple, une discussion extrêmement compliquée, puisque les pouvoirs publics ont accepté de payer pendant des années des produits qui amélioraient la survie de manière très courte et dans des conditions sur lesquelles je ne porterai pas d'appréciation. Aujourd'hui, alors je ne suis pas médecin, donc je vous la fais très schématique, j'admets que ça doit être un peu plus subtil que la manière dont je vais le dire, mais on a des produits qui potentiellement vont permettre la chronicisation de certains cancers et peut-être à terme d'un plus grand nombre. Il est évident que comme vous le démontriez tout à l'heure avec le coût du médicament orphelin qui permettait d'améliorer, d'avoir une espérance de vie moyenne finalement, puisque les 78 ans, normal, pardon, excusez-moi. Voilà, il est évident que la répartition de la valeur, elle ne doit pas être la même que dans un cas où la survie est augmentée de 3 mois ou de 4 mois et où donc le produit ne permet pas de sauver le patient. J'ajoute, pardonnez-moi cette parenthèse, qu'en plus nous évoluons dans un monde qui est extrêmement compliqué. C'est que la plupart des débats sur le prix excessif des médicaments en France se font sur les prix pratiqués aux États-Unis, ce qui a quand même une tendance inflationniste qui ne favorise pas un débat rationnel, mais je peux comprendre que la question de l'accès aux médicaments échappe parfois à la rationalité, que des fois on a envie de taper du poing sur la table, on dit maintenant il y en a marre. Donc voilà, donc ça c'est la manière dont on travaille. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, mais le premier intervenant l'a fait, c'est qu'à ce stade, le médicament, je parle du médicament au sens large, c'est une dépense qui est maîtrisée. Quand on regarde l'évolution des comptes publics, l'évolution de la dépense de médicaments, elle est maîtrisée. Voilà. Je ne dis pas que ça va durer 10 ans, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, je dis à l'instant où nous avons ce débat, et depuis que nous avons commencé ce débat, c'est-à-dire depuis 3 ans avec l'arrivée des nouveaux produits destinés au traitement de l'hépatite C, malgré l'arrivée de ces produits et malgré les débats qui ont accompagné l'arrivée de ces produits, la dépense est toujours maîtrisée. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se projeter dans l'avenir, mais à ce stade, on le fait dans un environnement où la dépense est maîtrisée. Et j'insiste très lourdement là-dessus parce qu'il y a un décalage important entre la réalité de cette situation comptable et la sensibilité du sujet dans l'opinion publique. Voilà. Donc, ceci étant, ça ne nous exonère pas d'un débat qui a été lancé l'année dernière par les professeurs Vernon et Maranaki, par la Ligue contre le cancer, par Médecins du Monde. Je parle là des 3 campagnes les plus médiatiques sur le prix du médicament et sur les moyens d'y répondre. Pardon. Donc, en fait, dans notre discussion, on a abordé 3 sujets. Il y a un sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre longtemps, c'est celui donc de la valeur thérapeutique relative, qui est d'ailleurs devenu un index thérapeutique relatif. Enfin bon, comme disait une ancienne ministre de la Santé, comme il y en a plusieurs qui se sont succédés, je ne me mouillerai pas trop. Tout ça, c'est des rêves de techno, c'est pas vous qui faites les marchés. Donc, il y a bien l'idée de réformer l'évaluation. Enfin, la question qu'il faut quand même se poser, c'est pourquoi on réforme l'évaluation ? C'est-à-dire que pourquoi on le fait ? Or, quelle est la critique qu'on porte à cette évaluation ? C'est qu'on la considère comme trop laxiste. Je vous renvoie par exemple à la pétition Vernon-Maranaki, qui débute sur le prix des médicaments anticancéreux et qui finit sur l'entrée sur le marché des médicaments sans valeur thérapeutique ajoutée, qu'on accepte quand même. Et je pourrais vous renvoyer une foule de rapports administratifs sur le sujet. Voilà. Et je passe sur la réforme de la VTR, qui n'est pas mon sujet direct, même si c'est moi qui serais chargé de l'appliquer, puisque c'est moi pardonnez-moi cette personnalisation excessive, c'est le CEPS qui recevra les avis tels qu'ils seront rédigés par la HAS dans cette nouvelle version. Donc après, on a évoqué 2 questions très importantes.
La première a été évoquée dans les diapos qui nous ont été présentées. Donc, alors, on vous a parlé de RDSR, de Cali, etc. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir un médicament qui permet de sauver une vie ou d'améliorer une vie. Voilà, c'est le principe des Cali. Voilà. Aujourd'hui, en France, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on a une utilisation, on a une analyse médico-économique qui permet de mesurer le coût, enfin le ratio coût-efficacité du produit. C'est-à-dire qu'à partir de quel prix il est efficace. Cette évaluation, la vraie question, c'est comment on s'en sert. Aujourd'hui, on s'en sert de manière procédurale. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction, si la HAS nous dit « j'ai pas assez de données, je ne peux pas faire l'évaluation », on en a une application automatique en allant vers le laboratoire, en lui disant « voilà, vous venez de perdre un certain nombre d'avantages dans la négociation parce que la HAS ne peut pas faire l'évaluation médico-économique ». Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas assez de données dans votre dossier. Nous n'en avons pas l'application qu'en font les Britanniques avec des seuils. C'est-à-dire, voilà, au-delà d'un certain seuil, en dessous du seuil, on prend et on rembourse. Au-dessus du seuil, on ne prend pas et on ne rembourse pas. Et la vision utilitariste des Britanniques, c'est de dire on le fait parce qu'on considère que la même somme peut être mieux utilisée dans d'autres secteurs du système de santé. Donc voilà. Donc après, on peut commencer une querelle de chapelle pour savoir si on veut aller dans le sens britannique ou rester dans le système français. Moi, je vous engage à lire le dernier avis du comité éthique et cancer de la Ligue contre le cancer, qui souligne et se félicite de l'idée que ce débat sociétal n'ait pas été tranché en France et que la médico-économie, l'utilisation stricte de la médico-économie ne conduise pas à éjecter des produits du marché. Parce que c'est ce qui se passe en Angleterre. Je veux dire, vous êtes au-dessus du seuil, vous ne venez pas sur le marché. Et comme l'illustre un professeur d'économie très connu, vous avez une vieille dame dans son lit, le médicament est sur l'étagère, mais elle n'a pas le droit de le prendre parce qu'il n'est pas remboursé. Voilà. Donc, le comité éthique et cancer dit on ne le fait pas parce qu'en France, la santé est considérée comme un droit de l'homme et donc on ne rentre pas dans ce débat. Donc on vient quand même déjà de se priver d'un moyen de réguler. Donc, non, mais on a d'autres pays le font. Je veux dire, j'ai pris l'exemple de l'Angleterre, il y a d'autres pays anglo-saxons qui le font, la Suède le fait. Par ailleurs, on vit naturellement dans un monde où le recours à un prix administré n'est pas remis en question. Tous les pays du monde ne fixent pas le prix d'un médicament. Notre voisin allemand ne fixe pas le prix des médicaments. Notre voisin allemand laisse les laboratoires pharmaceutiques fixer le prix des médicaments. Par contre, il arrive derrière en disant moi je rembourse à ce tarif-là. Et donc si le prix est au-dessus du tarif, débrouillez-vous. J'allais le dire plus crûment, mais enfin l'idée est là. Voilà. Donc voilà, il y a un moment, notre système peut avoir plein d'inconvénients. Il a quand même un certain nombre d'avantages, et il a surtout un avantage, et je crois que c'est vous, madame, qui le disiez tout à l'heure, ou c'est plutôt Chantal, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap de l'évaluation et du prix, et donc du remboursement, puisque l'évaluation fait à la fois le remboursement et le prix, tous les malades ont accès au produit. Voilà. Donc, il y a la question de la médico-économie. Après, madame, vous avez proposé, alors j'espère que je ne trahis pas ce que vous avez dit, quelque chose qui me semble être un exercice absolument redoutable pour moi, en tout cas, parce qu'à moi, on me le reprochera, c'est de payer cher une innovation non reconnue et sur laquelle on a des incertitudes. Pardon, à un prix élevé. Non, je crois que vous avez dit prix élevé. Mais c'est pas grave. En fait, je veux me servir de ça parce que, en fait, la question que vous soulevez, c'est pas celle de payer à n'importe quel prix, etc. C'est de dire, on a des produits sur lesquels on a une incertitude, et donc comment on fait pour les faire arriver sur le marché, et comment on fait pour gérer la période entre le moment où on a une incertitude et le moment où on a une garantie. Je crois que c'est ça. On parle au-delà de la pirouette par laquelle je suis rentré dans le sujet. Donc, cette question-là, en fait, c'est à la fois une question très politique et une question très technique. C'est une question politique parce qu'en fait, il faut que collectivement, il y ait la décision d'accepter d'aller vers ce genre de procédure. Aujourd'hui, ce genre de procédure n'est pas assumé en tant que tel. Non, mais Chantal, j'y arrive. Mais pourquoi est-ce que cette question mérite d'être posée en dehors d'une réflexion rhétorique sur tiens, et si on faisait ça ? Elle mérite d'être posée parce que, et vous l'avez compris dans la discussion qu'on a depuis le début,
les instances qui délivrent l'autorisation de mise sur le marché, donc en fait qui décident de la sécurité du produit, interviennent de manière de plus en plus précoce dans les dossiers. C'est-à-dire que les produits arrivent plus vite qu'avant. Plus vite dans le sens où on fait moins d'essais avant de les mettre sur le marché, parce qu'en fait les essais qu'on qualifie technocratiquement de phase 2 sont tellement prometteurs qu'on se dit en fait il faut arriver plus vite sur le marché parce qu'en fait c'est un besoin de santé. Enfin, je schématise à gros traits, mais pour la compréhension générale, l'idée est bien là. Alors qu'avant, on faisait une nouvelle phase d'essai, ce que Chantal a appelé, enfin ce qui s'appelle les essais de phase 3, et que donc on avait plus de données. Or, il y a aujourd'hui un décalage entre l'action des autorités en charge, enfin, qui pour l'instant est réduit, mais dont on peut raisonnablement penser qu'il va s'accentuer, enfin que le nombre de dossiers va être de plus en plus important, entre les autorités qui délivrent le dossier et les autorités qui sont en aval et qui font l'évaluation et le prix, puisqu'en fait elles sont construites pour raisonner sur des données plus nombreuses. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale, pas ce soir, mais demain. Enfin, demain, c'est l'année prochaine. Enfin, et l'année prochaine, on est le 21 novembre. Hein. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc la question, c'est comment on construit. Donc la question, c'est on fait rentrer le produit et on regarde comment il fonctionne et quel résultat il a. Ça, jusque-là, vous me direz, où est la difficulté? On doit pouvoir y arriver. Bah, la difficulté, elle est d'en savoir qui paye. Voilà. La difficulté, elle est là. C'est-à-dire que, est-ce que c'est au pouvoir public de payer l'essai de phase 3 du laboratoire en disant je paye pour voir, enfin, excusez-moi, comme au poker, hein, c'est un peu ça, avec la part de bluff qu'il y a dedans, et puis dans X années, on regarde ensemble, et si l'État a trop payé, le laboratoire rembourse. Bon, je ne suis pas sûr que comme ça, spontanément, vous me fassiez suffisamment confiance pour me laisser partir comme ça. Par ailleurs, il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce que je vais appeler le temps académique, c'est-à-dire que le temps qui consiste à construire l'étude. Alors, c'est un peu différent dans les maladies rares, puisqu'on a les centres de référence, on connaît les populations, etc. Mais entre construire l'étude qui va permettre de collecter les données et les besoins du tarif. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, des produits dont les tarifs restent stables pendant 5 ans, j'en ai pas beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, en dehors des maladies rares, je ne dois pas en avoir du tout. Donc voilà. Donc on a des enjeux qui sont, enfin, que je vous ai présentés sous leur volet technique, qui sont des enjeux éminemment politiques et qu'il va falloir trancher dans les années qui viennent. Par ailleurs, vous avez rajouté un élément de complexité supplémentaire, mais à ce stade, on peut l'introduire assez facilement, qui est de savoir ce qu'on paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels qui viennent me voir, je paye des boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, je paye une boîte de comprimés, je paye une bouteille de sirop. Voilà. Alors, est-ce que les médicaments de thérapie génique devront être tarifiés comme ça? Ben, la réponse, elle n'est pas évidente. Parce que dans les médicaments de thérapie génique, il est probable qu'il va falloir payer d'autres choses, enfin, le prélèvement, la dispensation, l'hospitalisation, enfin voilà. Et donc, est-ce que le système va pouvoir perdurer comme ça? Eh bien, là encore, Chantal disait il faut qu'on agisse vite. Voilà, on a posé la question, mais on n'a plus le temps d'attendre. Il va falloir avancer et très vite. Merci beaucoup pour ce topo très clair. Ceci étant, je reste un peu sur ma faim, si vous voulez. Mais là, c'est pas une question, c'est pas par rapport à votre, c'est par rapport à cette table ronde. Parce que moi, je veux bien tout ça. Ces diagnostics sont tous parfaitement pertinents. On a tous bien posé les problèmes, mais pour le moment, je ne vois pas où sont les solutions. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle instance, je ne sais pas auprès de qui il va falloir faire quelque chose pour déclencher le fait que la haute autorité puisse prendre en compte un certain nombre de phénomènes nouveaux qui vont déboucher sur un accès au traitement et plus simplement un accès au marché. Comment vous allez pouvoir, au niveau du comité économique, faire en sorte d'intégrer toute cette démarche, par exemple. Je reste fondamentalement dans une situation qui est un peu une situation d'attente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurence, mais moi, j'aimerais bien qu'on sorte de là avec 2 pistes, par exemple. Vous savez, c'est le problème des animateurs, c'est qu'on aimerait tellement qu'on trouve de faire animer la table ronde qu'à trouver la solution.
Après, on vous épargnera la table ronde Yaka Faucon. Voilà. Laurence. Non, je partage sur le fait que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon intervention introductive que j'avais plein de questions, plein de recommandations au nom des patients, mais en même temps pas forcément de solutions. Si ce n'est qu'on voit bien les limites du système actuel et qu'il faut être forcément collectivement force de proposition. Alors peut-être M. Toumi, eu égard au fait qu'il a beaucoup travaillé sur le constat aujourd'hui, peut-être force de proposition, mais je ne voudrais pas me substituer à Olivier pour animer et repasser la parole. Non, mais c'était tout à fait ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on peut benchmarker? Quelles sont les bonnes idées qu'on pourrait prendre? Est-ce que vous avez connaissance d'un certain nombre de situations, voire de sujets différents que les maladies rares? Ça peut être le modèle des pathologies infectieuses, ça peut être le modèle des cancers rares. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion à nous proposer? Bon. Avant de discuter des pistes, je voudrais dire qu'en France, et de façon générale en Europe occidentale, même avec des variantes, on a plutôt des niveaux d'accès qui sont importants, qui sont raisonnablement équitables. La France est peut-être, avec l'Allemagne, un des produits les mieux placés. On a un avantage sur les ATU qui peuvent être commercialisés en France et pas en Allemagne, ce qui permet qu'on en a davantage. La nouvelle réglementation, on le verra à l'avenir, qui requiert que la différence de prix entre le prix au moment de l'ATU et le prix au moment du lancement doivent être remboursés, pourrait devenir un frein pour certains laboratoires. Et ça, on le saura si la proportion de produits innovants qui rentrent en ATU baisse ou pas. Parce que l'ATU a d'autres avantages que simplement le prix, c'est la capacité de générer de l'information. Ça, c'est le premier point que je voudrais préciser. Alors, je voudrais répondre à l'Eldorado. Moi, je vous proposerais d'appeler votre laboratoire le casino. Pas la supérette, mais la roulette. C'est-à-dire que vous faites un pari, vous avez une très, très grande proportion de chances de perdre, mais vous avez une petite proportion de chances de gagner. Et si vous gagnez, c'est le jackpot. Voilà, le retour sur investissement est très élevé. Si, bon, il y a beaucoup de chiffres comme ça. Alors peut-être pas pour un produit, mais une fois que vous avez gagné, en général, ça se passe plutôt bien. Moi, je connais qu'un seul laboratoire qui a fait faillite, et c'est parce qu'il s'est trompé dans sa stratégie de prix aux États-Unis. En dehors de ça, j'en connais pas. Voilà. Mais cela dit, ça fait partie des règles du jeu légitime. On a défini les modalités de financement des produits. Je pense que ce ne sont pas les laboratoires qui fixent les prix, c'est le comité économique des produits de santé en France, et que s'il les fixe au niveau où il les fixe, c'est qu'il estime légitime. Et ce n'est pas les laboratoires qui ont décidé. En général, c'est comme ça que ça se passe, non? Ce n'est pas le laboratoire qui décide. De le dire. Ouais. Donc, on ne peut pas se retrouver vers un laboratoire et leur dire qu'ils sont avides d'argent et qu'ils ont des produits trop chers. C'est notre choix de société, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne suis pas sûr que l'évaluation médico-économique soit totalement inutilisée en termes de résultats, mais on sait dans tous les pays qui ont introduit l'évaluation médico-économique que cette évaluation ne s'est réellement matérialisée qu'après un certain nombre d'années d'expérience, et c'est ce qui se produira en France. Je veux dire, la différence avec la France et les autres pays, c'est que l'évaluation médico-économique est rentrée tardivement, au moment où on se pose des questions entre la place du ratio coût-efficacité, le critère considéré comme le plus important pour décider, et la mesure de l'impact budgétaire. Donc on se dit peut-être que ce n'est pas tout à fait ça le critère et qu'il faut se poser des questions ailleurs. Bon. En termes de solutions, il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on est prêt à payer, et ça doit sortir d'un débat de société, et ça doit sortir d'évaluation technique au niveau de la société. On sait faire un certain nombre d'études qui peuvent permettre de comprendre ce que les représentants de la société sont prêts à payer. Les économistes savent faire ça. Ce type d'étude a été fait assez régulièrement et est resté un exercice purement académique. Il n'a jamais intéressé les payeurs. Donc la première question, c'est peut-être d'avoir un débat de société et des études de bonne qualité pour essayer de comprendre qu'est-ce que
la société est prête à faire comme sacrifice sur son revenu pour payer les médicaments. Les choses qui sont proposées susceptibles de marcher, ce sont des fonds spécifiques qui pourraient être destinés aux maladies rares, aux AT-MP ou autres, sur lesquels on aurait des modèles de financement qui seraient différenciés par rapport au modèle de financement historique, et on aurait une sorte de passation progressive. Parce que ce sont des produits qui sont supposés apporter des améliorations extrêmement importantes, et qui, s'ils sont payés sur la base des critères actuels, on ne pourra jamais les payer. Donc il faut une refondation de ces critères, et il faut une période de transition, une espèce de double compartiment avec une évolution progressive vers un modèle plus homogène, et une des rares solutions, je dirais, crédibles aujourd'hui dans tout ce qui est avancé dans le monde. Et aujourd'hui, personne n'essaie de faire d'efforts pour se projeter dans l'avenir. Il y a assez peu d'efforts, le pouvoir politique ne s'est pas préoccupé de ces questions et n'y tient pas beaucoup. Ils ont été alertés plusieurs fois par des experts. J'étais un de ces modestes experts, mais jamais entendu et jamais écouté, et jamais, je dirais jamais entendu ou écouté, jamais cela n'a relevé du moindre intérêt de la part des politiques. Donc il y a très peu de choses qui sont faites. Aujourd'hui, on contrôle la dépense, on a une boîte, on pousse pour tout faire rentrer dans la boîte, et quand la boîte explosera, eh bien, on verra bien comment on va faire. Ça n'intéresse personne de se projeter aujourd'hui sur comment on fera demain. On attend que demain arrive, après on verra. Merci beaucoup de cet apport. Et je me tourne tout de suite vers Antoine. Antoine, l'entrepreneur ou l'industriel? Parce que pour moi, il y a deux populations. Je pense. Si. La question du fonds, par exemple. La question du fonds telle qu'elle est posée par Mander. Alors, je trouve ça intéressant. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de l'Écosse, ce qui existe en Écosse. La seule chose que je ne partage pas, c'est cette période de transition. Parce que je pense que si on n'arrive pas à un phénomène de rupture, on connaît les transitions et le temporaire qui dure, on sait très bien qu'on s'enlise très très rapidement. Donc aujourd'hui, on a une visibilité sur les produits de demain. On sait ce que ça va changer. Il y a plein de produits, ils sont clairement identifiés, on connaît les résultats et on sait ce que ça va faire. Si on ne se relève pas tous les manches pour essayer de trouver un modèle, on va être pris à la gorge, et là, il y aura des drames. Il y aura des drames pour les patients, il y aura des drames économiques, industriels, parce que justement, le modèle ne répondra pas, et les investissements, les sociétés tomberont. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, l'industriel, l'entrepreneur, là, c'est l'entrepreneur qui parle, et il y a un moment où on ne pourra pas tenir. Donc, la période de transition, moi, j'y crois pas. Je sais que ce serait l'idéal pour évoluer, mais la période de transition, ce sera du temporaire qui va durer. Et le temporaire qui dure, on sait très bien où ça mène. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de visibilité, et a fortiori avec l'AFM demain, on a de la visibilité avec d'autres thérapies géniques, d'autres thérapies cellulaires. On a beaucoup de données aujourd'hui qui permettent d'avoir plus de visibilité qu'on en avait ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Voilà. Donc il est le temps aujourd'hui de réinventer un modèle, d'adapter le modèle de manière à ce qu'on ne se retrouve pas tous dans le mur, mais tous. Merci beaucoup Antoine. Je voudrais maintenant qu'on passe la parole très rapidement. Je sais qu'on a un peu dépassé le temps. Mais j'ai en particulier dans la salle, j'ai Jacques Bernard, qui est le président de Maladies Rares Info Service, que je remercie d'être là. C'est mon président parce que je suis membre du conseil d'administration. Et je veux dire que ça fait partie des choses qui m'ont le plus satisfait ces derniers temps, que ce travail en commun avec Maladies Rares Info Service. Donc j'aimerais bien qu'on lui passe le micro, si c'est possible. Il avait le doigt en premier. Alors, je voulais faire une remarque ironique, poser une question et faire 2 propositions par rapport à tout ce qui a été dit. La remarque ironique est la suivante. Quand on nous présente d'une manière culpabilisante le coût actuel, la proportion du coût actuel des médicaments orphelins dans le remboursement des médicaments, je me dis, pendant des années, on n'a rien coûté. Alors là, on commence à être repéré, tant mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une question.
on entend et on lit beaucoup que de plus en plus, y compris pour des maladies courantes, les médicaments seront de plus en plus personnalisés. Donc on va se retrouver dans la même problématique que pour les médicaments administrés à des personnes souffrant de maladies rares. Et puis 2 suggestions enfantines, mais pour un senior confirmé, c'est normal, puisque ça pose des problèmes pour les industriels privés. Comme il s'agit quasiment d'un service public, pourquoi ne pas transférer ça transférer le développement et la fabrication à un organisme public? Ça, c'est la première suggestion. Deuxième suggestion, on parle beaucoup de la fixation du prix en France. Pourquoi ne pas avoir un prix européen? Alors, qui veut répondre à ces questions? Le transfert sur le prix européen, Maurice Pierre Planel. Sur le prix européen, enfin, on peut vous répondre 2 choses. Alors, aujourd'hui, il y a le fameux rapport de Christian Saout sur le prix des médicaments, dont une des conclusions est de dire qu'il faut aller vers un prix européen. Ce qu'on constate, en vie réelle, dira-t-on, on constate en fait 2 évolutions qui pourraient conduire à terme au prix européen. La première, c'est celle des réseaux d'évaluation qui se structurent. Et on pourrait avoir un réseau d'évaluation commun avant d'avoir un prix commun. Et ensuite, on constate que les pays européens, donc par exemple les pays du Benelux et l'Autriche, se sont regroupés. Je vais dire les pays au bord de la Baltique, parce que je ne suis pas sûr d'avoir l'énumération exacte. De la Baltique aussi, Chantal, j'arrive à la Méditerranée après. Donc Finlande, Estonie, Lituanie, voilà. On a des alliances régionales où les pays se regroupent pour négocier collectivement avec les laboratoires. Ne me demandez pas quel résultat ça donne aujourd'hui. Voilà. Non, mais j'y viens. Je note que les industriels se réjouissent que ça ne marche pas. Pas du tout. Pardon, je m'excuse. Voilà, donc on constate ces évolutions-là. Et ces évolutions-là, on ne les constate pas d'ailleurs qu'en Europe, puisque, au Canada, pour prendre l'exemple, puisque le prix est une compétence des États fédérés qui composent le Canada. Les États fédérés se sont regroupés entre eux pour négocier avec un guichet unique. Donc voilà, donc je pense que c'est des pas qu'on va franchir progressivement pour aller vers quelque chose qui ressemble plus à un groupement d'achat. Sur votre première question, je ne sais pas vous répondre. Moi, je complète en effet sur l'évaluation. Il y a aujourd'hui une coopération européenne sur l'évaluation que je vous ai présentée très rapidement. Donc, ce que fait l'HAS et ce que font les autres agences du même type que l'HAS dans les autres pays. Et cette coopération qui aujourd'hui se fait sur une base volontaire devrait se pérenniser. On attend des textes de la Commission européenne avant la fin de l'année. Donc, on est en marche vers une évaluation européenne, clairement. Et ce que la France porte, c'est que cette coopération soit priorisée, notamment sur les médicaments orphelins. Antoine, une réflexion? Oui, non, mais c'était pour la recherche publique. L'exploitation publique du médicament. Donc, je pense qu'en effet, Monsieur Maranaki, Monsieur Vernant, on peut rajouter Monsieur Even aussi, Monsieur Debray, pourrait créer le laboratoire tout à 1 euro, c'est fabuleux. Et comme ça creuserait certainement encore plus, un petit peu plus les déficits à très, très, très court terme. Mais au moins, ça donnerait peut-être une leçon. Pour compléter, si je peux compléter sur cette vision d'un grand laboratoire public, juste dire que, par contre, comme il s'avère que dans un certain nombre de thérapeutiques, ce sont les coûts de développement qui sont très, très importants, si on imaginait justement de revoir les mécanismes de fixation des prix et qu'il y ait des fonds publics qui permettent justement de financer la recherche plus amont, en tout cas le développement, avec un engagement pour un prix qui soit maîtrisé, parce qu'il y aurait eu des fonds publics amont, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Très bonne suggestion. Alors, question suivante. Vous vous présentez? Yves Pierson, je suis néphrologue et je collabore à la Fondation Maladies Rares. Question courte qui s'adresse plutôt à M. Ferry. Lorsqu'un médicament ancien, connu, en l'occurrence bon marché, est repositionné, comme on dit, pour une maladie orpheline, est-ce qu'il est normal que le fabricant en multiplie le prix par 5, par 10, voire plus? C'est arrivé, comme vous savez. Oui, c'est arrivé. Alors, ce qui est normal sur le facteur, ça, je ne peux pas vous répondre. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un vieux médicament qui est repositionné doit répondre à des critères actuels et non pas les critères d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Par ailleurs, si c'est
un médicament orphelin, c'est un médicament qui n'est pas en procédure nationale, mais en procédure centralisée européenne. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des coûts réglementaires qui s'appliquent à ce type de médicament, même si c'est des repositionnements, qui n'existent pas pour le très vieux produit qui, lui, était en procédure nationale, etc. etc. Donc, qu'il y ait un facteur multiplicateur, je trouve ça normal, parce que les critères, nous-mêmes, on a développé un médicament en repositionnement. Je peux vous dire que les critères d'évaluation faits par l'EMA sur ce médicament ont été 50 fois plus drastiques qu'ils ne l'ont été pour le médicament qui a été développé il y avait 30 ans. Donc il y a une véritable logique. Après, est-ce qu'il y a une limite ? On a connu les scandales aux USA. Je crois que la presse en a fait état à juste titre. Voilà. Et je crois même qu'un des présidents se trouve dans une situation particulièrement délicate au regard de la justice. Voilà, donc je pense que la justice est passée par là, c'est très bien. Et voilà, après qu'il y ait un facteur multiplicateur, c'est normal, strictement normal. Mais si ça se justifie, c'est bon aussi que cela apparaisse, ça soit des informations disponibles pour ne pas qu'effectivement il y ait une campagne de dénigrement. Si elle est injustifiée, c'est la même chose pour les innovations. Je pense que ce dont on manque du côté des patients et des associations de patients, c'est quelquefois d'avoir une véritable justification de la structure du prix. Je ne sais pas ce qu'en pense. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est qu'on a du mal à se faire entendre, hein, parce que nous, les industriels, on est de principe méchants. Voilà. Non, vous n'avez pas dit ça. Non. J'ai encore une question, ce sera la dernière, parce qu'on avait 5 minutes de retard en commençant la table ronde. Donc j'estime qu'on a pu les prendre. Oui, vous présentez ? Oui, Christian Deleuze, Sanofi de Gensheim. Je voulais revenir sur... c'est à la fois une question à l'économiste et puis peut-être, si j'ai mal compris, un élément de piste. Vous disiez que les médicaments... Alors je me projette un peu dans les solutions. Vous disiez que les médicaments de demain seraient coûts efficaces. Du coup, quand vous dites qu'on ne pourra pas se les offrir, je reconnais que ça m'échappe un peu. Car si c'est coût efficace, normalement, nous devrions non seulement pouvoir nous les offrir, mais nous en féliciter, d'avoir des malades à la fois guéris et plus consommateurs du système, plutôt que d'avoir des gens qui sont malades, fréquentent le système au coût d'aujourd'hui, qui, comme l'a déjà dit Antoine, n'est pas nul. Donc si c'est coût efficace, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se les offrir dès lors qu'on le sait et qu'on le prévoit ? Alors, le ratio coût-efficacité, c'est le coût pour une unité de bénéfice, ou c'est le coût par rapport à la valeur. Si vous avez une Rolls-Royce, qu'on vous propose à 50 000 euros, c'est très coût efficace, c'est-à-dire le coût par rapport à sa valeur est très attractif, le prix est très attractif. Seulement, si votre budget c'est 20 000 euros, vous ne pouvez pas vous la payer. Donc, il y a une différence entre le ratio coût-efficacité, c'est un peu quel est le coût par mort évité par les accidents de train, et on va dire c'est 8 000 euros. On va dire je vais mettre 80 000 euros, je vais éviter 10 morts. Mais en fait, pour le faire, il faut renouveler toute l'infrastructure. Lorsque vous renouvelez toute l'infrastructure, c'est 8 milliards. Et ensuite, vous calculez les ratios. Je dis les chiffres au hasard. Donc, il y a une différence entre un ratio, qui est le coût-efficacité, et la somme d'argent qu'il faut payer pour obtenir ce produit. Ce sont deux indicateurs différents. C'est pour ça qu'on fait l'impact budgétaire qui va définir, lui, l'impact nécessaire, les ressources nécessaires à mobiliser pour payer cette innovation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait une table ronde qui est assez exhaustive. Merci vraiment de votre participation. J'appelle qu'une seule chose de mes voeux, c'est que cette discussion puisse se lancer plus tard, pour plus tard, pour le futur, qu'elle puisse se lancer entre les parties prenantes sans caractérisation d'acteurs, mais que tous les acteurs soient autour de la table pour faire en sorte qu'on puisse avancer très vite, parce que les enjeux pour demain sont extrêmement importants et sont surtout très très importants pour les malades. Et je pense que c'est ça l'objectif final qu'on doit tous viser. Merci beaucoup encore.